Bonsoir à toutes et à tous. Et ça fait la troisième fois que je dis ça, mais je me rends compte que je ne pourrais rien dire d'autre que merci d'être venu. Voilà, alors ce soir, on accueille pour ce 4e Book Talk Patrick Henry, voilà, architecte, urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Belleville. On s'est rencontrés complètement par hasard sur des histoires post-minières. Et puis voilà, il trouvait son approche intéressante, sachant qu'aussi le sol, vous le savez, et peut-être pour certaines, vous le vivez, et pour certains aussi, mais beaucoup certaines régulièrement, c'est une thématique, ou en tout cas c'est un questionnement assez important. On va citer Marie Clément et son atelier, un moment qui était sur ce que l'architecture doit au sol. Avec Frédéric Bonnet, quand même, c'est une évidence que la question du sol est assez importante, mais ce n'est pas le seul. Mais voilà, donc ça paraissait intéressant de venir discuter, et que tu viennes un petit peu discuter de la manière dont toi, tu es venu questionner aussi bien dans tes pratiques d'enseignant, tes pratiques de chercheur que de praticien, tel qu'on l'appelle, cette question-là du sol. Et puis aussi, pour commencer, une petite illustration qui faisait écho aux avant-dernières rencontres du réseau ERPS, sachant que les dernières viennent de se terminer à Marne-la-Vallée. Celles qui se sont déroulées en Ambert en 2021, organisées par les deux écoles, on va dire, du territoire, mais il n'y a pas qu'elles, donc Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, qui étaient justement autour de la question du sol, de son partage, à travers des entrées comme la mémoire, le milieu. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un dialogue. Moi, je suis juste en gros l'animateur et je vais essayer de relancer les choses si besoin, mais ça serait intéressant, encore une fois, que ce soit un échange entre vous. Et puis, voilà, je te remercie d'avoir accepté cette proposition et merci aussi à Fabienne de l'avoir rendue possible. Et comme on est en plein Festival de Cannes, je remercie le projectionniste et la régie, Paul, qui permet à la fois de capter tout ça et de le rendre disponible sur YouTube comme tous les autres événements de l'école. Si tu veux t'asseoir, je vais aller m'asseoir, mais après je bougerai. On peut s'asseoir, oui. Ouais. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici en cette fin de journée. Est-ce que tu connais aussi Saint-Étienne? Ça, c'est aussi notre petite histoire. Alors, je connais Saint-Étienne, oui, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la manufacture Plaine Achille et le parc François Mitterrand en particulier, où la question des sols, d'ailleurs, revêtait une importance assez capitale pour des questions aussi économiques. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget et on s'est mené un travail de récupération des sols existants pour fabriquer le parc tel que vous le connaissez sans doute aujourd'hui, avec un travail de redessin, de repérage, mais on en reparlera, je pense, dans la conversation qu'on va avoir sur la question des sols, parce que la question de l'observation, du repérage, de l'enquête sont des données absolument primordiales, à mon avis, pour considérer les sols dans nos aménagements et nos architectures. Ok. Forcément, il y a qui dit Book Talk, qui dit un livre. Absolument. Voilà, qui est disponible dans toutes les bonnes bibliothèques, la nôtre comprise, à condition que l'exemplaire revienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on en a quelques-uns en réserve, donc au cas où, n'hésitez pas, on peut les prêter. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir d'où vient ce livre, comment tu l'as construit. Mais bon, je l'ai lu, j'ai noté 2-3 bricoles intéressantes où je viendrai un petit peu certainement te questionner, ou en tout cas, ce serait intéressant autour d'Édouard Glissant, autour de la question de la métropole Jardin. Tu es un petit peu activé, mais d'où ça vient ce livre, comment tu l'as... D'où vient-il? D'où vient-il? Il vient il a plusieurs origines. Il y en a une que je décris dans l'introduction du bouquin, qui est une expérience personnelle de prise de connaissance des sols, et y compris des sols urbains, parce que les sols, on les attache souvent au monde agricole, à la campagne, à la ruralité. Et en fait, la question des sols urbains sont aussi très, très présents. Et j'habite un quartier à Paris qui est bâti sur d'anciennes carrières, des carrières de gypse, et qui bougent. Et donc, qui fabriquent des fissurations dans les logements, dans les maisons. Rien de grave, mais ça montre que, voilà. Et avec les événements climatiques, on connaît les hivers très pluvieux et les étés très secs, et le gypse a tendance à gonfler, se dilater, et ça augmente la fissuration. Donc ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi pour dire que le sol, il est présent partout, même si on l'a un peu oublié. On y reviendra peut-être sur la question de l'invisibilité des sols urbains en particulier, qui était un grand travail qu'avait mené Sabine Barle
sur cette question-là, en particulier sa thèse en 95, dans les années 90 en tout cas. Donc ça, c'est une première entrée, peut-être un peu anecdotique, mais qui ramène aussi à nos quotidiens et qui aussi vous invite, vous, étudiantes, étudiants, peut-être à prendre plus en compte les sols dans un quotidien, parce qu'ils sont finalement partout. Ils sont présents partout. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, ils bougent souvent. Absolument, ils bougent beaucoup, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, elle est effectivement non académique. C'est ma pratique sur la manufacture plein Achille, oui, et puis ailleurs, sur l'île de Nantes en particulier. J'ai travaillé assez longtemps sur la question de l'espace public. Et à un moment donné, ou à Lyon, sur l'esplanade Vivier-Merle, où en fait, de la surface des sols, on passe vite à l'épaisseur des sols. Et cette prise en considération, ce changement d'échelle, finalement, du plan à la coupe, de la surface à l'épaisseur, change fondamentalement le regard sur les choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur un sol, une surface sur laquelle on vient s'implanter, sur laquelle on vient implanter nos ouvrages, nos constructions, nos aménagements, mais aussi une épaisseur qui nous oblige à penser un petit peu le dessus et le dessous, d'avoir cette double vision un peu des choses, et puis de manipuler aussi des outils de représentation, et la coupe en particulier, qui, à mon avis, est un outil absolument fabuleux de prospection. Voilà, la coupe, je rappelle, c'est pas qu'une vue en 2D, c'est aussi une épaisseur, elle aussi, même dans la profondeur, dans les deux sens. Et donc c'est un outil aussi qui est très intéressant. On a beaucoup tendance, en particulier en urbanisme, à utiliser le plan masse, le plan guide, etc. Mais la coupe est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on commence à regarder les choses en architecte, urbaniste, paysagiste, concepteur, avec la coupe, on a une autre vision des sols qui dépasse le simple trait noir sur lequel on vient poser nos bâtiments. Donc ça, c'est une entrée par l'espace public. Et puis ensuite, troisième entrée, mais qui est un peu la conséquence de tout ça, c'est un cours, quand on m'a proposé de venir enseigner à l'école de Paris-Belleville, il y avait un cours à fabriquer. Et ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un cours sur les sols, et je me disais que c'était intéressant de donner un cours sur les sols aux architectes. Parce que les paysagistes, j'ai beaucoup travaillé avec des paysagistes, travaillent beaucoup avec le vivant, l'épaisseur du sol, etc. Les architectes, moins. Et donc, je trouvais ça intéressant de fabriquer un cours autour de ces notions, de la polysémie aussi des cours, des sols, pardon. On en reparlera sans doute, parce que les sols, finalement, ils appartiennent à beaucoup de disciplines. Il y a beaucoup de champs, le géographe, le géomètre, le juriste, travaille sur la question des sols, mais ce n'est pas forcément le même sol que celui que nous, on pratique. Et je trouvais intéressant de mettre un peu en discussion ces différentes notions. Donc j'ai fabriqué ce cours et à un moment donné, voilà, il y a un éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre, ce que j'ai fait. Et pour compléter et pour peut-être ouvrir la discussion, je ne suis pas resté simplement sur le cours, je me suis interrogé sur qu'est-ce que ça faisait de penser les sols comme une matrice véritablement de l'urbanisme, à la fois en saisissant des opportunités comme aujourd'hui, vous en avez entendu parler, le zéro artificialisation nette, la sobriété foncière, le fait de ne plus artificialiser. On y reviendra sans doute. Mais qu'est-ce que ça fait à l'urbanisme? Qu'est-ce que ça fait à l'architecture? Qu'est-ce que ça fait à l'urbanisme de tout d'un coup considérer les sols autrement, de ne plus artificialiser, de implanter autrement les bâtiments? Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'essaye d'évoquer, d'aborder dans ce livre. Justement, sur l'urbanisme des sols, on y reviendra. Parce que ça a l'air d'être aussi un manifeste, fonder un urbanisme des sols. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant au fil du bouquin, tu l'as dit aussi en parlant de représentation, c'est sur ces fameux outils qui nous permettent de mieux connaître. L'impression que c'est une terra incognita, les sols. Je ne parle pas que du sous-sol. Le sous-sol, c'est aussi une autre question. Et ici, par exemple, sur les questions minières ou d'autres, il y a un travail qui va commencer à s'ouvrir sur dire, bon, tout ce qui se passe dessous, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas comment ça bouge, on ne sait pas ce que ça représente. Mais c'était cette idée de, quand tu disais surface, profondeur, support, matière, enfin ça peut paraître des termes un peu évidents, mais c'est vrai que ça nous ramène à cette épaisseur, comme tu le dis, qui peut être temporelle, qui peut être historique, qui peut être vraiment pour le coup spatiale. Et c'était sur ces éléments de connaissance ou ces éléments de représentation avant d'attaquer les mots, on va attaquer les mots, mais sur les outils, mais qui ne sont pas simplement des outils de représentation, qui sont aussi des outils pour penser. Qu'est-ce que ça t'a amené à privilégier ou au contraire à aller chercher Effectivement, la question, elle est de
produire finalement de la connaissance sur les sols. Enfin, je ne peux pas paraphraser Paola Vigano en disant que le projet est un producteur de connaissances, mais quelque part, on a besoin aussi de produire de la connaissance sur les environnements dans lesquels on va intervenir. Et je pense qu'un des rôles des architectes aujourd'hui, peut-être c'est un déplacement d'ailleurs des métiers, ou en tout cas des manières de considérer les choses, de s'interroger avant même de concevoir quelque chose, de là où on va l'implanter, là où on va le construire. Je cite beaucoup dans le bouquin André Corbeau, à la fois le territoire comme palimpseste, mais aussi l'aptitude des territoires, qui est un bouquin que par ailleurs j'ai réédité dans une petite maison d'édition qu'on a montée avec un ami. Bref, et l'aptitude des territoires, c'est de dire, en fait, on ne peut pas tout faire n'importe où. On est obligé de réfléchir à qu'est la capacité d'un territoire à accueillir des programmes, des aménagements, des ouvrages, des infrastructures, etc. Et cette question-là, elle pose la question du site en premier. Elle le pose comme un préalable. Et ce préalable, il faut le connaître. Et c'est comme tu le dis, les sols, on les connaît, mais le savoir, il est assez disséminé. On a des relevés des carrières, on a des relevés des mines, j'imagine, on a des réseaux, on a un certain nombre de choses, mais on n'a jamais une vision globale des sols sur lesquels on va intervenir. Et peut-être qu'un des premiers éléments qu'on peut faire est se servir de nos outils de représentation en tant qu'architecte pour produire de la connaissance sur les sols, pour donner à voir finalement ce que l'on ne voit pas, et à partir de cela, imaginer ce qu'on est en capacité de pouvoir construire. Comme tout ça est quand même un minimum préparé, il y a des thématiques, mais aussi déjà sur le livre où, par rapport à ce qui a été dit, vous avez des envies de rebondir. C'est le moment. Produire de la connaissance sur les sols, mais la connaissance que vous sous-entendez par là, elle est strictement technique ou elle est beaucoup plus large ? Elle est évidemment beaucoup plus large. Elle est, comme l'a dit Jean-Henri, elle est à la fois technique, parce qu'il y a la question de la géotechnique, de la stabilité des sols, leur composition, leur géologie, etc. Mais aussi leur aspect mémoriel, qui peut aussi jouer un rôle très important dans la constitution des sols. Il y a un imaginaire autour des sols qui est quand même assez fondamental. On peut rappeler que les sols, longtemps, ont été associés à la création de la Terre. C'était le grand architecte, donc Dieu qui avait créé le sol, et que c'était aussi le lieu de l'enfer. Dante, dans la Divine Comédie, c'est l'endroit où le diable est rechassé, repoussé, ça fait un trou, il rentre au fond de la terre, et les tréfonds de la terre deviennent un lieu mystérieux, angoissant, dans lequel... ce qui peut expliquer aussi d'ailleurs le fait que longtemps on n'a pas étudié les sols, parce qu'il y avait une espèce d'interdit, quoi. Il y avait une espèce de... rentrer dans l'épaisseur des sols, c'était aussi franchir des frontières qu'on ne s'autorisait pas nécessairement à faire. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui on est encore là-dedans, même si il peut y avoir encore quelques relents de tout ça, mais au-delà de cela, je pense qu'il y a une véritable question sur la mémoire que procurent les sols. Comment ils se sont constitués, qu'est-ce qu'on en a fait, les fameux exhaussements, les couches successives sur lesquelles les villes se sont construites, les traces qui peuvent recéler, etc., etc. Et je pense qu'il y a un vrai travail aussi de mémoire, de réflexion sur ce qui nous ancre dans ces territoires, qu'est-ce qu'ils nous apprennent et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces histoires successives. La question de l'épaisseur, c'est aussi cette épaisseur historique qui est aussi à prendre en compte, je pense, dans la question des sols. Alors, est-ce que justement, sans aller jusqu'au manifeste, est-ce que c'est pas une manière aussi, quand on vient réfléchir sur les sols, de proposer quelque chose un peu en marge du récit du progrès, qu'on condamne, qu'on encense, mais qu'on est toujours dedans ? De dire à un moment ou à un autre, de reprendre le sol, de réfléchir sur ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, à tous les points de vue, symboliques, techniques, écologiques. C'est pas justement, est-ce que toi, quelque part, ce que tu proposes pas, c'est aussi venir nous amener à réfléchir en marge de cette espèce de grand récit officiel, même si on a envie de faire quelque chose de différent, on est toujours là-dedans, toujours dans une seule et même histoire. Oui, tout à fait. En fait, en marge du progrès et des histoires parallèles du progrès. C'est-à-dire que dans le bouquin, je cite aussi pas mal c'est aussi une des pistes que je vais sans doute poursuivre par la suite, parce que c'est que le début finalement d'une histoire aussi, ce livre et ce travail. C'est de dire finalement, il y a eu un grand récit qui naît avec la révolution industrielle, pour le dire assez simplement, qui est très marquante ici à Saint-Étienne, évidemment, de progrès, en gros, on peut faire
peu tout n'importe où. C'est-à-dire que tout d'un coup, les capacités techniques, les progrès techniques ont amené à pouvoir fabriquer à peu près tout n'importe où. Et d'ailleurs, la connaissance des sols est sans doute une des choses qui a joué beaucoup en leur désavantage, c'est que la connaissance des sols, elle a surtout servi à les détruire. Les premiers travaux de géotechnique, c'est aussi pour fabriquer des ouvrages plus résistants, des ouvrages militaires souvent, des ouvrages industriels ensuite, et qui ont permis aussi de les connaître, mais aussi de les détruire. Et cette question du progrès, c'est aussi cette idée que on pouvait faire tout n'importe où. Donc finalement, les sols, on les considérait comme une ressource, avec cette ambiguïté de ce terme ressource, qui à la fois on en a besoin, mais aussi on s'en sert. Donc il y a cette ambiguïté. Et en marge de ce récit du progrès, des Trente Glorieuses, de cette grande accélération des Trente Glorieuses, où on a équipé le territoire, on a imperméabilisé, où on a équipé à besoin. Enfin, il ne faut pas tout jeter non plus dans cette histoire, mais on a peut-être un peu perdu le fil de cette histoire, de cet ancrage territorial que les sols nous proposent. Et on s'aperçoit que de proche en proche, que ce soit des gens comme Patrick Guédès, très au début du XXe siècle, que ce soit dans les années 70, des paysagistes comme Ian McHarg aux États-Unis, des gens comme André Corbeau, évidemment, etc., nous rappellent à différentes époques, de différentes façons, l'importance et la nécessité de se rattacher à cette question des sols pour imaginer des programmes. C'est vrai qu'on y reviendra parce que tu développes sur l'association un peu rapide, en tout cas je l'ai fait comme ça, sol-paysage, où là justement on retrouve Reclus, Guédès, etc. Ça donc on le verra peut-être d'un point de vue spécifique. Et je ne savais pas que ça allait tomber à ce moment-là. Alors je ne vais pas te demander quel est ton mot préféré ou quel mot tu détestes, mais ça fait un petit clin d'œil à l'actualité aussi. Mais c'était une série à la fois de termes qu'on retrouve dans ton livre, oui. Pas que, mais qui sont aussi dans l'air du temps. Alors c'est pas nécessairement, on va pas faire la liste, enfin, tu vas pas nous faire la liste, mais s'il y en a certains sur lesquels tu as particulièrement envie de revenir. Oui, tout à fait, on peut en parler. L'artificialisation, déjà, pour commencer par la lettre A et le haut de la liste, c'est un peu le sujet actuel. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a énormément artificialisé les sols. C'est-à-dire qu'on a consommé des sols qui pouvaient avoir des fonctions biologiques, alimentaires, et qui pouvaient jouer un rôle écosystémique dans un environnement plus large, et on les a fait disparaître. Mais quand on parle de l'artificialisation, on touche aussi du doigt, je pense, toute la difficulté à appréhender les sols. Par exemple, sans rentrer dans le trou, la loi, le ZAN, même s'il figure dans ta liste, on en reparlera, dans la définition de l'artificialisation, en particulier la définition des terres non artificialisés, par exemple, il y a les terrains agricoles. Et tout d'un coup, on se dit, mais les terrains agricoles, est-ce qu'ils sont vraiment si non artificialisés que ça? Et on voit bien, même dans cette définition-là, dans la tentative que le gouvernement, dans la loi climat et résilience de 2021, et cet objectif de zéro artificialisation nette, même cette idée d'artificialisation, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette, si j'ose dire, sans jeu de mots avec le ZAN. Elle n'est pas nette parce que un terrain agricole, on le sait, et puis on l'a entendu là avec la révolte des paysans, des agriculteurs plus exactement. En fait, un terrain agricole aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, en tout cas sur les plateaux de la Beauce, les plateaux céréaliers, etc., ça n'a plus rien de naturel et de non artificialisé. C'est au contraire artificialisé. Un terrain agricole, c'est... peut-être qu'il faut rappeler que le sol, il est constitué de différentes épaisseurs, de différents horizons, que les couches qui servent à faire des échanges avec l'air, les échanges biosystémiques, etc., c'est quelques centimètres, quelques mètres. C'est ce qu'on appelle la pédosphère, voilà, la couche superficielle. Alors, d'autres, après, ont repris le terme, en plaçant la zone critique, etc. Bon, on pourra en discuter. Mais cette couche, c'est cette couche-là qui est en considération aujourd'hui. C'est celle-là qui a été altérée, et en particulier par l'agriculture industrielle conventionnelle, où en gros les échanges se font grâce à des produits chimiques, engrais, pesticides, etc. Et finalement, le sol n'est finalement qu'une épaisseur très fine dans lequel finalement se jouent les choses. Donc le mot artificialisation, on peut déjà l'interroger, parce que finalement, ce qu'on essaye de préserver en luttant contre l'étalement urbain, par exemple, sont déjà aussi des terres artificialisées.
Donc ça pose la question des services écosystémiques ou des fonctions écosystémiques que les sols peuvent nous rendre. Qui, moi, me dérange dans le terme, c'est-à-dire parce que ça remet toujours le sol, comme si on en parle de la Absolument. même manière des autres espèces, comme si c'était encore une fois inféodé d'une façon Tout à ou d'une fait. autre à l'homme. Absolument. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on parle plutôt de fonctions écosystémiques, de fonctions que les sols peuvent avoir, ils peuvent nous rendre et possèdent, et plutôt que de services, parce que service, c'est la question des ressources, un autre mot que tu as mis dans la liste, ressources avec l'ambiguïté du fait que quand on a une ressource, on a tendance à se dire on va s'en servir, on va l'utiliser. Voilà. Ensuite, il y a des mots que moi je trouve hyper importants, enfin des notions. Il y a la question du foncier, qui est aussi une autre manière d'aborder la question des sols, qui est la question un peu de la propriété. Donc c'est l'association des deux et des communs. On pourrait en parler, on peut en parler. Et c'est vrai que les sols, ils ont aussi souffert de ça. Ils souffrent énormément du fait qu'il y a la propriété privée. L'eau a une loi. On est propriétaire d'un terrain, mais il y a une source. On a une responsabilité vis-à-vis de cette source. On est propriétaire d'un terrain, on est propriétaire du sol et du sous-sol, et on fait à peu près ce qu'on veut finalement. Alors évidemment, il y a des pollutions, il y a des lois, les pollueurs-payeurs, etc. Mais grosso modo, la propriété privée empêche aussi un certain nombre de prises en compte des sols. Or, en travaillant sur le bouquin et en travaillant avec des juristes, on s'aperçoit qu'on pourrait aussi avoir des devoirs vis-à-vis de ces sols, pas simplement des droits. On pourrait aussi avoir le devoir de restituer des sols dans l'état où on les a trouvés en entrant, pour le dire comme ça. Et la propriété privée, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut réinterroger dans nos aménagements, dans la manière de faire. Non pas qu'il faille la supprimer, je ne suis pas dans une position collectiviste, c'est pas le sujet, mais par exemple, devant la rareté du foncier, on pourrait s'interroger sur la nécessité de garder, que les collectivités gardent la main sur leur foncier et ne donnent que des droits à construire et gardent la propriété des sols, pour aussi en garder la maîtrise, c'est aussi un des mots que tu signales. Donc tout ça nous dessine déjà un premier territoire, un premier horizon, si j'ose dire, qui permet de travailler sur cette notion des sols. Est-ce que justement, entre commun, foncier, propriété, on commence à réfléchir à donner un droit au paysage? Il y a l'international de l'eau qui se construit aussi, ou à un moment ou à un autre, ça devient une personnalité juridique. Qui la porte, ça c'est une autre question. Est-ce que le sol, ça pourrait arriver? Est-ce que ça devrait arriver? C'est-à-dire, il y a aussi il y a cette tendance-là qui s'inscrit, qui est forcément liée au droit, mais qui n'est pas au droit, qui remet un peu notre position par rapport à tout ce qui nous environne. Est-ce que le sol peut devenir un commun? Est-ce qu'il doit devenir un commun? Est-ce qu'il doit devenir une personnalité? Enfin voilà, quand tu parlais de la responsabilité, j'ai toujours en tête, moi, la discussion qui est en train d'avoir autour des communaux, qui est en train de bouger au niveau de la loi, etc., c'est à personne, c'est à tout le monde, mais il faut bien à la fois en gérer, partager. Il y a un rapport là, singulier au sol. Est-ce que ça peut devenir un commun? Est-ce qu'il faut que ça devienne un commun? J'aurais tendance à répondre oui. Après, comment on le met en place, c'est tout un sujet. Mais déjà, le sol est un commun, puisque si on considère que le sol est un sol vivant, ou un sol, il recèle un certain nombre de micro-organismes, de faune, de fleurs, etc. On parle dans la réglementation de trame brune, qui introduit aussi des questions d'échelle. Et on voit bien que si on considère le sol véritablement dans son entièreté, dans sa complexité, dans toutes les fonctions qu'il peut rendre, qu'il peut posséder, on va forcément dépasser l'échelle de la parcelle. On va forcément dépasser l'échelle de la propriété. Et ce qui se joue sur une parcelle, finalement, a des incidences sur un territoire beaucoup plus vaste, qui pose plein de questions sujet qui doit être assez fréquent ici, des pollutions, etc., qui dépassent évidemment les limites. Donc le sol comme commun, oui, ça semble assez évident. Si on le pose comme à la fois géologiquement, écologiquement, mais aussi en termes, comme on l'évoquait tout à l'heure, de mémoire, etc., il y a toutes les raisons du monde, si j'ose dire, de faire que les sols deviennent des communs, soit en tout cas un sujet qu'on puisse partager et qui nous emmène à avoir des responsabilités très fortes là-dessus, quoi. Un petit dernier ou on avance? Allez, un petit dernier. Non, je sais pas, voilà. Mais je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant dans les mots que tu as choisis, c'est qu'ils permettent aussi de les associer. Et en les associant, on voit bien que, à la fois, on parle de la polysémie des sols, donc les sols dans toutes leurs acceptions, et puis tout de suite, on voit qu'on est transcalaire. C'est-à-dire que je trouve aussi que c'est intéressant la notion des sols, c'est qu'on n'est pas, on vient de le dire à propos du foncier, on n'est pas limité à la parcelle. Dès qu'on parle des sols, on est tout de suite dans une échelle qui est forcément
disons, territoriale. Parce que l'eau qui ruisselle, elle commence pas à la clôture, elle ne s'arrête pas au portail. Forcément, elle descend, et donc l'imperméabilisation, etc., ça a forcément des incidences. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, on peut le démultiplier à chaque fois. Par exemple, le PLU, c'est la commune, et en fait, on s'aperçoit que pour agir avec les sols, on aurait tendance et intérêt à travailler sur des PLUI, donc des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui dépassent les limites communales. On voit bien que dès qu'on parle des sols, on a tendance à repousser les limites pour essayer d'englober le plus largement possible les territoires dans lesquels on doit intervenir. Il y en a forcément d'autres, hein, mais on avait fait un petit choix. Et ce que je trouve intéressant en lisant ton livre, et c'est surtout les références. Tu parlais de Guédez. Moi, je vais plutôt parler de Reclus. Je ne sais pas si c'est un tropisme disciplinaire, mais vous parlez de Bardet. Personne n'en parle à part Thierry Pacaud, en gros, pour faire simple. Mais intéressant de se dire, tiens, à travers cette réflexion que tu proposes, et une réflexion sur le sol, mais ça peut certainement marcher avec d'autres éléments, il y a une histoire de l'architecture, une histoire de l'urbanisme en tant que manière de penser, en tant que discipline. Toi, est-ce que tu as pu voir ça, ou est-ce que le fait de venir se questionner à travers ces auteurs-là, Camilo Cité, Ebenezer Howard, enfin, une liste, qu'est-ce que ça amène en retour sur la manière dont l'architecture, le paysage ou l'urbanisme sont pratiqués ou enseignés? Ça amène le fait qu'il y a forcément des connexions, qu'il y a forcément des liens. Toutes les personnes que tu as citées étaient et urbanistes et quelque chose d'autre, et même beaucoup d'autres choses. Et finalement, cet retrécissement qu'on a tendance parfois à avoir de dire l'urbanisme, ça se règle à l'urbanisme opérationnel, à l'accompagnement de quartiers, de construction, ce qui a été aussi une partie de mon activité à un moment donné, est finalement assez restrictive et finalement nous empêche de voir l'étendue des possibles par rapport à ça. Et disait Reclus, Patrick Guédez, il s'intéressait aussi bien à l'anthropologie qu'à la biologie, qu'à l'architecture, etc. Donc c'est cette ouverture finalement que les sols nous permettent d'avoir et qui aussi ouvre des alternatives aux schémas dans lesquels on est. On revient sur la question de la modernité, du progrès, des espèces de tunnels dans lesquels on s'est un petit peu mis et qui nous ouvre des portes de sortie, quoi, je trouve. Et ces inspirations, alors tu cites Thierry Pacaud, j'ai jamais travaillé avec lui, mais par exemple son bouquin Les faiseurs de ville est une source d'inspiration parce qu'effectivement il remet finalement dans son ouvrage très, très synthétique, hein, chez Infolio je crois, il remet en place un certain nombre de personnages qui ont été un petit peu mis en mode mineur dans la modernité, qui ont été un petit peu déplacés et qui portaient déjà cette idée que les choses devaient s'articuler entre disciplines, entre échelles, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a des noms. Voilà, Bardet, c'était un prof, Daniel Lequédic, historien de l'archi, qui a commencé à m'en parler. Pas qu'aussi de se dire, voilà, dans notre galaxie, il y a forcément plein de gens, déjà dans la langue française, mais dans les autres langues qu'on ne connaît pas, qui sont passés complètement sous les écrans radars. Et justement, des réflexions sur l'eau, le sol, entre autres, ça permet de réactiver, ou ça permet, dans un pas de temps à peu près particulier, d'aller chercher des références qui, chamboulent, parce que soit elles redeviennent d'actualité, Reclus complètement disparu de la circulation pendant bien 50-60 ans. Ses choix politiques n'ont pas aidé à le rendre célèbre en France. On le redécouvre parce qu'il y a des territorialistes qui reviennent, que ce soit du côté américain ou du côté italien. Donc le sol, c'est pareil. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres disciplines? On verra, il y a plein de références, en tout cas de rebonds que toi, tu cites pas, mais c'est pas grave, mais qui à un moment ou à un autre, parce que ça questionne autrement au fond, mais c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on a pensé un jour faire une histoire de l'archive ou une histoire de l'urbain à travers mais c'est sans doute un travail à mener. Enfin, c'est en tout cas une des ouvertures que j'essaye d'avoir dans le bouquin, et peut-être de l'ouvrir et de le prolonger par la suite, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que les gens que tu cites, peut-être pour celles et ceux qui les connaissent moins, c'est des gens qui se sont aussi situés beaucoup en réaction avec la révolution industrielle, l'augmentation des villes, la question de leurs limites, la question de leur rapport avec l'extérieur, avec la nature, des éléments de nature, etc. Et finalement, c'est des questions, aujourd'hui, si on les reformule, on les a encore à nouveau, quoi.
C'est quoi la limite d'une métropole, c'est quoi l'interland d'une métropole, avec quoi elle doit interagir pour assurer son alimentation ou pas. C'est des travaux aussi, là je recite Sabine Barle avec les questions de métabolisme urbain. Et on voit bien que dans d'autres champs disciplinaires, alors, c'est pas complètement différent, mais où les territorialistes, les biorégionalistes ou les territorialistes, qu'ils soient américains ou italiens, avec des connotations politiques très différentes, mais on voit bien qu'ils s'intéressent à des questions qui dépassent la question de l'urbanisme et qui l'intègrent. Et je m'interroge aussi sur la capacité que nous, on a, architectes, à participer finalement à ces débats et qui, on y reviendra, nous replace peut-être autrement dans la chaîne de production des villes, des territoires, etc. Est-ce que vous avez des auteurs, des archis, enfin bref, par rapport à ce début de liste, où quelque part vous avez vu cette question du sol apparaître ou être intéressante de venir travailler? Bonjour, merci. Oui, alors il y a Sébastien Marot qui a beaucoup parlé du sol, et puis sinon il y a Marc Barani aussi qui parle du tracé, de la résilience des tracés. Du coup, je pensais ça pouvait faire un lien. Est-ce que ça a aussi été une référence aussi, enfin les deux dans votre écrit? Oui, Sébastien Marot, il a beaucoup travaillé il y a déjà assez longtemps sur la question suburbaine et la question de la mémoire. Il a beaucoup articulé ces questions-là dans la revue Le Visiteur qu'il avait créée dans les années 90, quelque chose comme ça, il y a déjà un petit moment. Et effectivement, il y avait ce travail aussi sur la mémoire, sur la permanence des traces, sur un certain nombre de choses, en les appuyant sur des travaux, même d'un architecte paysagiste comme Georges Descombes, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui est extrêmement intéressant aussi dans cette double approche, et qui mêle aussi, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des personnages qui mêlent les disciplines, qui mêlent les pratiques. Sébastien, Marot, il est philosophe, mais il travaille avec des architectes, en lien avec des paysagistes. Et on voit bien que cette constellation-là, elle est intéressante. Marc Barani, oui, c'est intéressant aussi, mais c'est aussi dans son rapport à l'architecture. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même quelqu'un qui est vraiment un architecte, qui bâtit, qui construit, etc., voilà, le terminal de tramway à Nice, par exemple, c'est un exemple assez fabuleux de comment une architecture peut travailler le relief, les sols, les connexions. Et voilà, donc c'est aussi une manière de réarticuler des choses, quoi. Et c'est cet art de l'articulation, finalement, qui est sans doute un peu au cœur de la discussion qu'on a ce soir, quoi. Vous avez parlé tous les deux, là, dans votre petit échange, de traces. Alors, tu mobilises Pierron, aussi, dans ton livre, qui a écrit un super bouquin sur l'eau, justement. Et c'était pas pour dire d'accord, pas d'accord. Et en plus, le titre de ton bouquin parle de traces, de tracés. Strat, est-ce que ça pourrait aussi marcher? Est-ce qu'on a une civilisation de la trace? Est-ce qu'on a une civilisation de la strate? Pierron, il définit deux types. Enfin, il fait deux grandes catégories pour le résumer. Mais tu le connais mieux que moi comme auteur. Mais c'est les civilisations de la trace et des civilisations du passage. Voilà. Donc ceux qui s'installent, qui s'ancrent, et puis ceux qui passent, plutôt. Et en fait, on est un petit peu tout ça finalement aujourd'hui. Donc c'est aussi de retrouver aussi ces ancrages et ces traces que l'on laisse, qui peuvent nous inspirer. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler sur ces notions-là, à la fois philosophiquement, comme le fait Pierron, mais aussi nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nos pratiques? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos travaux? Moi j'ai mené des expériences de projet, par exemple, à Saint-Étienne, mais j'ai parlé de Nantes plus particulièrement, où le travail préalable, c'était de révéler ce qui était présent sous les couches qui avaient été ajoutées au fil du temps, sur, par exemple, un site, un ancien chantier naval à Nantes. Donc, le premier travail qu'on a mené, ça a d'abord été de gratter les couches un peu, les dernières couches qui ont été ajoutées, pelouse, enrobées, etc., pour faire des parkings, pour révéler des traces qu'on avait pu repérer pour certaines dans les archives. Donc, un travail d'enquête, ça faisait partie des mots, c'était le dernier d'ailleurs, qui est hyper important, d'enquêter sur le territoire, d'aller chercher des indices, des traces passées, et à partir de ces traces, et de révéler ces éléments, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le contraire un peu de l'archéologie préventive. C'est-à-dire que l'archéologie préventive, elle a un côté, on ouvre,
Alors, je ne vais pas polémiquer avec les propos de notre ministre sur l'archéologie, ce n'est pas le sujet. Cependant, l'archéologie, effectivement, on ouvre, on regarde, on repère et souvent on referme. Mais ça n'a pas d'interface avec le projet. Moi, la question que je me pose, c'est comment ce qui est en dessous peut tout d'un coup devenir le support, le socle de ce que l'on va faire au-dessus. Et il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas de terrain sans histoire, surtout dans nos territoires. Il n'y a pas de terrain sans histoire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça veut dire que ce n'est pas simplement parce qu'on va trouver quelque chose comme un trésor, comme une espèce de chasse au trésor qu'on aurait révélé, mais aussi, par exemple, on le voit sur cette image, la stratification, la logique aussi géologique des sols, la manière dont il va avoir la capacité de recevoir les eaux, de les circuler, la géographie, la géologie, etc. Tous ces éléments-là, on revient sur les connaissances qu'on doit acquérir sur les sols, peuvent devenir des éléments du projet. Or, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure avec le progrès, pour faire une grande catégorie, on pourrait en discuter pendant des heures, mais on s'en est un peu foutu parce qu'on savait que de toute façon on y arriverait. Moi, par exemple, j'étais très frappé, il y avait un exemple d'un équipement du côté d'Épinal, où il y avait un équipement, un plan d'urbanisme qui a été fait par des urbanistes très bien, c'est une histoire très récente, des architectes très très bien, qui en plus travaillent beaucoup sur la question des matériaux, du réemploi. On savait qu'il y avait une rivière, on savait qu'il y avait un ouvrage dessous, on ne savait pas qu'il y avait des chauves-souris. Et tout d'un coup, les chauves-souris étaient des espèces à préserver. Et donc, le bâtiment tel qu'il était prévu, à l'endroit où il devait s'implanter, le concours d'architecture avait été lancé, tout ça a été lancé, parti, l'image a été publiée, etc. On se dit, mais comment on va faire pour ne pas détruire la nidification des chauves-souris? Et tout d'un coup, on invente une espèce de structure... fondation absolument avec un ingénieur génial qui a trouvé une idée tout aussi géniale. Puis tout d'un coup, et le bâtiment a été implanté là où il devait être prévu, à l'endroit précis où il devait être prévu, parce que, je ne sais pas quoi, c'était l'endroit du plan masse qui avait été décidé, etc. Sans doute très pertinent. Mais on se dit, mais est-ce que c'est vraiment bien raisonnable de procéder comme ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dû se dire, est-ce qu'on ne préserve pas? Est-ce que cette connaissance, on n'aurait pas dû la faire remonter avant? Peut-être imaginer que ça devienne une contrainte véritablement du projet et qu'on imagine une autre implantation pour éviter de dépenser aussi de l'argent, quoi. Donc cette connaissance préalable, elle peut avoir plein d'exceptions et plein de conséquences sur le projet. Et spécifiquement, là, c'est pas évident. Tu insistes beaucoup et à raison sur les sols urbains. La question de la trace et la question de la strate en milieu urbain, qu'est-ce que ça prend comme dimension? Je fais juste référence à deux choses. La question du Redville, par exemple, dans le super bouquin de Mangin, entre autres. On sent bien que ce rapport-là au sol ou en milieu urbain, il est non pas spécifique au sens différent dans d'autres territoires, mais il y a quelque chose à activer de particulier. Toujours pareil, Roncaiolo et ses strates urbaines, se dire à un moment ou à un autre comment ça on pourrait le réemployer dans un projet d'aménagement ou dans la transformation, dans un milieu spécifiquement urbain avec ses problématiques singulières. Est-ce que toi, dans des projets que tu as menés ou dans des cours ou dans des PFE que tu as suivis, il y a quelque chose qui est singulier, où tu as pu voir quelque chose de singulier autour de ces sols urbains? Les sols urbains, ils peuvent aussi être des... Enfin, il y a deux questions, en fait. J'entends deux questions dans ton... C'est ma spécialité de ne pas arriver à faire simple, pardon. D'accord, ben voilà. La première question, c'est comment on utilise ces épaisseurs en ville, comment on utilise cette stratification et comment on en tire profit. Donc ça, c'est un premier sujet qui nécessite effectivement de connaître les sols, de aussi s'intéresser à la question parcellaire, à la question des implantations, qui sont aussi des mémoires. C'est des travaux, je le cite dans l'ouvrage de Gérard Hanning, par exemple, qui avait travaillé en tant qu'urbaniste sur le schéma directeur de la région parisienne et qui proposait de revenir sur les traces parcellaires anciennes parce qu'elles nous apprenaient des choses sur l'irrigation, l'écoulement des eaux, etc. Je reviens en ville. C'est des questions de continuité. C'est très lié à la question de l'espace public. La question des sols, c'est aussi la question des sols. Je ne sais pas s'ils sont communs, mais en tout cas, ils sont publics et des continuités. C'est effectivement l'ouvrage de Mangin sur les raies de ville et sur ces continuités, ces nécessités de retrouver des sols, y compris à l'intérieur des îlots, etc. Et puis aussi, on va avoir un vrai sujet en ville, c'est comment on retrouve des sols qui nous rendent des services, là pour le coup, et on va en avoir besoin.
en termes d'îlots de fraîcheur, en termes d'amener de la végétation, de ramener de la lumière, etc., dans des cœurs d'îlots, par exemple. Donc on voit bien qu'on va avoir besoin de travailler avec les sols d'une manière qui est plus simplement en plan, mais aussi en épaisseur, parce que, par exemple, c'est l'histoire des fameuses forêts urbaines qui ont été très médiatisées à Paris en particulier, et puis en fait, on a lancé le truc, et puis quand on a commencé à regarder, il n'y avait pas d'espace en souterrain pour le faire. Donc, comment on met en avant ces connaissances préalables, cette connaissance de l'épaisseur des sols, pour en faire un véritable élément de projet, que ce soit pour planter des arbres, que ce soit pour amener de la fraîcheur, pour amener de l'épaisseur, pour travailler peut-être d'amener de la lumière, etc., etc. Donc, il y a un vrai sujet très, très, très important quoi, par rapport à ça. Et en ville, évidemment, ça a un rôle très important parce que on ne va pas saturer non plus l'espace urbain, on ne va pas non plus saturer l'espace des sols pour les remplir, pour les construire. On peut aussi travailler avec le vide. Et donc cette question des sols, elle rejoint aussi cette nécessité de relier les choses entre elles, quoi. Spécifiquement, dans l'expérience stéphanoise, ça s'est traduit comment le rapport au sol à Plénachine? Je dérive un peu, mais... Non, écoute, dérivons. La question qui était posée, c'était de retrouver des sols perméables sur un ancien parking, pour le dire simplement, et donc et en même temps de retrouver aussi des allées. Donc on a fait tout un travail de repérage des différents endroits où on pouvait gratter les sols, ramener du substrat ou profiter des substrats existants en faisant des carottages, en faisant un certain nombre de tests qui permet de vérifier qu'en dessous, on avait la capacité, par exemple, de planter des arbres en amenant le moins possible de matière extérieure. Et puis de garder à des endroits des enrobés parce qu'on avait besoin d'aller, de faire circuler des personnes à mobilité restreinte, etc., ou des gens qui ont envie de marcher, etc. Donc on avait aussi travaillé sur cette épaisseur-là, sachant qu'en plus, on avait une vraie préoccupation qui était qu'on était dans un ancien marais. Donc on était aussi sur un terrain extrêmement instable, extrêmement difficile à travailler. Donc ça a été aussi cette prise en compte de l'épaisseur qui a dessiné aussi un peu le plan et la logique du parc tel qu'on le voit aujourd'hui. Je voulais savoir, aujourd'hui, on a quoi comme outil pour connaître ce qu'on a sous nos pieds? On a énormément d'outils, mais ils sont très éparpillés. On a des bases de données, sur le BRGM, par exemple, le Bureau des recherches minières, etc., qui possède un certain nombre d'informations. On a des relevés géologiques, on a des relevés archéologiques, mais on n'a pas de synthèse, souvent, en fait. Et moi, ce pourquoi je milite, c'est que nous, architectes, on s'occupe de ça un petit peu. On soit aussi les femmes et les hommes de la synthèse, quelque part. Que le préalable à un projet, c'est aussi de rassembler les informations, pas simplement de se laisser avoir par des plans de géomètres qui nous donnent les implantations des réseaux, mais peut-être aussi de représenter les choses un peu différemment pour donner à voir les sols tels qu'ils sont sous nos pieds. On a énormément d'outils, mais ils ne sont pas rassemblés aujourd'hui. On a énormément de mal à les coordonner, à les rassembler. On est dans des logiques de tuyaux, chacun gère son truc, etc. Mais il commence à y avoir des interventions. Par exemple, le CEREMA a monté un programme qui s'appelle MUSE, et qui est un programme qui permet de rassembler un certain nombre d'informations sur des sols. Il y a 3 métropoles, alors je vais sans doute me tromper en les citant, donc je vais citer que Marseille, ça j'en suis sûr, qui a servi de territoire d'expérimentation et qui permet justement de donner à voir les sols, d'avoir une vision un peu synthétique des sols pour ensuite imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fonction de telle ou telle caractéristique. Alors évidemment, on n'est jamais dans l'exhaustivité parce que on n'aura jamais et le profil pédologique et la consistance véritable des sols et leur capacité à accueillir tel ou tel type d'ouvrage. Mais plus on élargit le champ, mieux, à mon avis, on sera en capacité de programmer des choses. On revient sur la question de l'aptitude du territoire. C'est-à-dire qu'on donne vraiment des outils, on fabrique des outils de représentation. Et je pense aussi que il y a un bouquin que vous avez sans doute entendu parler ou manipulé, qui est Terraforma, le bouquin de Frédéric Aitoati. C'est pas véritablement c'est une cartographie potentielle, je crois que c'est le sous-titre du bouquin,
C'est pas véritablement un document ou des représentations qui ont un caractère, je pense, opérationnel immédiatement. Mais leur grande capacité, je trouve, c'est qu'ils fabriquent des imaginaires. Et ils déplacent aussi la question de simplement se dire, voilà, je vais m'implanter là, je vais mettre mon bâtiment là. Ils fabriquent aussi des récits, pour reprendre un terme un peu à la mode aujourd'hui, et qui permettent aussi d'imaginer d'autres utilisations des environnements, des sols, etc. Et je pense qu'à partir des données objectives, concrètes, physiologiques, physiques, techniques que l'on peut avoir sur les sols, on peut s'en emparer pour fabriquer aussi des représentations qui embarquent nos interlocuteurs dans d'autres imaginaires, justement, et d'autres manières d'aménager ou de construire le territoire. J'ai une question peut-être un peu bête, mais je m'interroge parce que moi j'ai travaillé les sols, mais autrement, c'est-à-dire la terre. Et je me demandais finalement dans ces questions terminologiques, là il n'est question que de sol et pas question de terre. Pour moi, travaillant un rapport à la terre dans des sociétés, etc., rapport à la terre, rapport au sol, même combat d'une certaine manière, même chose. Mais je me demandais si la question du sol n'était pas proprement urbaine. On ne peut pas parler de la terre en ville. Ou comment vous voyez ça? Parce que c'est autant sous la terre ou avec la terre, avec le terme terre, on a très vite tout un tas de relations d'ordre social, politique, symbolique, etc. On a tout un bagage qui vient très vite, disons, sciences sociales en gros. Avec le sol, on est un peu sec de ce côté-là. Et d'ailleurs, on n'en parle pas depuis le début, de ce côté-là, ou très peu. Enfin, il y a l'archéologie qui pointe le bout de son nez, mais elle est surtout stratigraphique. Voilà, enfin, je ne sais pas vraiment où est ma question. D'ailleurs, c'était la question, voilà, est-ce que le sol, finalement, c'est un terme urbain? Ou comment gère-t-on ce rapport du sol à la terre, ou ces relations, ou absence de relations, en urbanisme, peut-être? Oui, moi, j'aurais pas tendance à opposer les deux termes, même s'ils disent évidemment des choses différentes. Autant le sol, comme vous dites, peut ramener à l'urbain, autant la terre pourrait, elle, ramener plus au monde agricole, rural, etc. Alors, c'est peut-être une pirouette, hein, mais déjà, moi, je parle des sols. Je ne parle pas du sol. Donc déjà, ça ouvre, je pense, des horizons. Alors, on est toujours frappé on peut toujours faire des jeux de mots avec les sols, voilà, leur porosité, etc. Mais les horizons, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut se dire que les sols, c'est les sols dans leur globalité. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant quand même dans l'idée du sol, c'est que c'est quand même cette interface. Des sols. Les sols, quand on parle des sols, merci, voilà, j'étais moi-même piégé. Quand on parle des sols, je trouve qu'on parle aussi de cette interface. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'idée des sols, c'est que on est au-dessus et en dessous. On peut vite basculer. On est sur cette épaisseur, cette zone critique dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qu'a beaucoup remédiatisé Bruno Latour, etc. Mais qui, moi, me paraît extrêmement importante parce que la terre, il y a un côté effectivement alimentaire, agricole, etc. Les sols, je trouve qu'il y a aussi cette idée d'un continuum qui finalement, et ça revient sur ta question tout à l'heure, de fabriquer un commun, quelque chose qui peut s'étendre, quelque chose qui est quelque part sans limite. Et j'aime bien cette idée-là. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair dans ma réponse, mais je trouve que la question des sols, elle ouvre cette question de cette interface entre l'intérieur, l'extérieur, le visible, l'invisible, le commun, le public, le privé. Elle est. Enfin, je fais le mouvement en même temps parce que pour moi, c'est vraiment cette image-là, quoi. Oui. En fait, la terre, c'est pareil, ou les terres, c'est un peu ça aussi, finalement. Oui, mais c'est pour ça, c'est des termes assez cousins. C'est un rapport social, c'est un rapport social, quand on a absolument. ce point de vue-là, oui. C'est un rapport politique, c'est un rapport de société, d'organisation, de pouvoir. Oui. De toute façon, Voilà, c'est une fonction extrêmement politique aussi, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais bon, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais prendre la place de Jean-Marie.
Ne t'inquiète pas, on va bientôt arriver à l'archéologie, à un moment ou un autre. Est-ce que, éventuellement, par rapport à ce petit échange, il y a des réactions, des envies d'aller plus loin, ou on avance? Même si tu as déjà anticipé plein de choses, parce qu'au fond, on va dire le prochain point, tu as commencé un peu à l'évoquer en parlant de zones critiques, de pédogénèse, du rôle du CEREMA, ça vient du CEREMA. Ça veut dire quoi un urbanisme des sols? On avait parlé au début qu'il fallait que tu nous l'expliques un moment ou un autre, ou en tout cas que tu nous proposes qu'est-ce que ce serait cet urbanisme, et je ne mets pas urbanisme au sens la discipline, mais l'urbanisme au sens très 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 large. Qu'est-ce que c'est que cet urbanisme des sols? Cet urbanisme, moi je trouve cette image ces images extrêmement intéressantes. Voilà, graphiquement, je ne sais pas, on peut les contester, mais je trouve qu'elles ont un pouvoir assez évocateur de la capacité que les sols ont à être plusieurs choses à la fois. Donc eux, dans cette bande dessinée, ils parlent des super pouvoirs des sols comme une espèce de personnage un peu formidable qui serait aussi un peu comment dire, le sauveur d'un certain nombre de situations. Alors on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, de la 2D à la 3D, du plan à la coupe à l'épaisseur, la question de produire de la connaissance avec les diagnostics des sols, etc. Et je trouve que cette image, par rapport à ta question, elle apporte des éléments de définition de ce que pourrait être un urbanisme des sols. Je pense qu'un urbanisme des sols, c'est aussi un urbanisme de l'attention, quoi. La apostrophe attention, pas l'attention. Parce que c'est aussi ce qui nous oblige à regarder les choses d'une manière extrêmement précise, comme le montrent ces dessins, à la fois à l'échelle micro, parce que c'est cette transcalarité des sols dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire on est à l'échelle de la parcelle, on est à l'échelle de la granulométrie des sols, de leur épaisseur, etc., même dans les constitutions, etc. Puis on est tout de suite dans l'échelle du grand territoire parce que on est dans le territoire du bassin versant, on est dans la géographie, on est dans la fabrication des territoires, etc. Et peut-être qu'un urbanisme des sols, c'est aussi un urbanisme de l'attention aux choses qu'on met en préalable à toute opération. C'est aussi une proposition de renverser la chaîne de valeur quelque part. Alors il est beaucoup question, quand je parle de valeur, il est beaucoup question aujourd'hui de quelle valeur on va pouvoir donner à ça. Est-ce que c'est une valeur monétaire? Est-ce que les sols ont une valeur? Alors ils en ont une, le terrain, le mètre carré, l'hectare, etc. a une valeur. Mais est-ce que les fonctions des sols, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi avoir une valeur quelque part? Et cette valeur-là, elle pourrait aussi s'intégrer dans des bilans d'opération quelque part. Alors il y a des économistes qui disent qu'il faudrait monétiser tout ça. Puis d'autres disent non, au contraire, il faudrait peut-être sortir de cette idée de la monétisation et peut-être donner une valeur à la biomasse, par exemple, donner une valeur à la biodiversité, mais qui est une valeur autre. Et je trouve que si cet urbanisme des sols, que j'appelle de mes voeux, existe, il prend en compte ces différentes valeurs pour essayer d'élargir la question, encore une fois, et pas simplement la limiter à un échange de terrain où à la fin, c'est le prix de la parcelle et le prix de la construction qui va valoir. Alors ça peut paraître un peu comme ça, capillotracté, comme on dit, mais en même temps, quand on va commencer à se dire que le foncier est de plus en plus rare, il va devenir de plus en plus précieux. Et comme il est de plus en plus précieux, on va avoir tendance à descendre un peu dans l'échelle des valeurs justement qu'on lui donne pour essayer de spécifier, de le caractériser. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc un urbanisme des sols, pour moi, c'est d'abord un urbanisme de l'attention. C'est un urbanisme du soin, c'est un urbanisme qui porte intérêt aux environnements, et qui n'est pas une espèce de vision qu'on a souvent eue, un peu démiurgique, comme ça, où on arriverait sur des territoires avec des visions, des plans, etc. C'est pour ça aussi que j'ai appelé mon bouquin Des tracés aux traces. C'est que on sort peut-être d'une période d'un urbanisme de tracés, de grands tracés régulateurs, qui ont été nécessaires et qui le sont peut-être encore, mais aux traces, c'est-à-dire à une échelle un peu plus fine d'attention et d'observation des situations. Alors, est-ce que c'est ça, page 159, marcher avec les sols? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire cette attention, ce soin, marcher avec les sols. Moi, j'ai trouvé intéressant, sans aller chercher plus loin, ce que ça pouvait... Enfin, c'est évocateur. Oui, on parlait tout à l'heure d'outils, de projets comme l'enquête. Marcher avec les sols, c'est aussi ça. C'est-à-dire, peut-être que le commencement de tout projet, c'est un arpentage.
Je ne vais pas anticiper trop ton montage, mais tu m'as redonné des éléments de lecture, dont la revue Face, et voilà, qui parlait de Snozy, puisque c'était aussi le moment de sa disparition. C'est cette question de l'arpentage, effectivement. On marche aussi, et en marchant, en observant, on est aussi en capacité de découvrir, de révéler, je reprends ce terme aussi qu'on a beaucoup utilisé tout à l'heure, et permettre de construire un peu différemment les choses, quoi. C'est aussi une manière de se déplacer, c'est aussi un urbanisme des sols, tu me pousses à le définir mieux ou préciser, c'est aussi un urbanisme qui se déplace. Moi, je suis frappé, à la fois dans les enseignements et dans les pratiques non académiques, du fait que l'urbanisme se fait souvent en dehors des situations. Et une des choses qu'on pourrait peut-être revenir, c'est de le faire in situ, quoi. De revenir sur les territoires, d'arpenter les territoires, de les regarder, de les considérer avec soin, avec attention. Et quand il m'arrive de faire des ateliers avec des élus dans des communes, dans des territoires ruraux ou autres, je suis toujours intéressant que ce soit la marche et l'arpentage qui soit le lieu de discussion, en fait. Et c'est en se déplaçant, en regardant les choses, qu'on découvre des situations qu'on n'aurait peut-être pas forcément repérées en plan ou qu'on n'aurait peut-être pas vues de la même façon. Et je pense que cette attention au sol, elle oblige à ce déplacement. Alors, on arrive à l'archéologie, mais pas tout à fait à l'archéologie, Luc. Alors moi, à un moment ou à un autre, tu parles d'archéogéographie. Voilà. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'archéologie préventive. Pourquoi il faudrait qu'on se mette tous et toutes, pas nécessairement qu'on adhère à l'Association française d'archéogéographie. Je n'ai pas été plus loin que de récupérer la photo, mais qu'est-ce que ça a d'intéressant ou qu'est-ce que ça aurait de pertinent? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire en architecture à côté d'autres manières de venir produire de la connaissance? Alors l'Association française d'archéogéographie, à laquelle je n'ai pas adhéré non plus, ça a été créé par Gérard Chouquet, qui est un géographe à l'origine, et qui a poussé un peu loin la réflexion aussi sur comment on réutilise les traces. C'est des techniques qui sont beaucoup utilisées dans l'histoire des jardins, et les jardins historiques en particulier, parce qu'il s'est aperçu, les jardins, c'est des espaces vivants, qui ont souvent été transformés, les végétaux se sont déplacés, on les a déplacés, ils se sont un peu... voilà. Comment on restaure un jardin? Comment on restaure un jardin avec tout le vivant et tous les aléas, etc. Et donc la technique que Gérard Chouquet et ses disciples, si j'ose dire, ont mis au point, c'est de dire on va avoir une lecture très attentive, on va gratter, on va faire un peu comme un archéologue, mais au lieu de refermer une fois qu'on a fait le travail, on va se servir de ça comme support justement au projet. Alors il le fait à la fois sur des questions de jardin historique, parce que c'était un terrain d'application assez évident et assez efficace, et puis il l'a porté un petit peu plus loin sur, par exemple, les centuriations romaines, où il a travaillé sur, du côté dans la vallée du Pô, je crois, où en fait on n'arrivait plus à lire le territoire, on comprenait plus très bien l'organisation, on voyait bien qu'il y avait des systèmes de haies, il y avait des systèmes de canalisation, il y avait sans doute eu des traces d'irrigation, etc. Et donc il a fait un travail à la fois cartographique, historique, de recoupement entre des plans et des superpositions, donc un travail de dessin, de représentation, puis aussi à un moment donné de faire un trou de forêt, de regarder, et de se rendre compte que finalement, au travers du temps, la centuriation romaine, donc vous savez ce que c'est ce quadrillage romain qui a organisé le territoire, qui est une espèce de maillage extrêmement régulier, qui était à la fois le système routier, le système de chemin, la fameuse route romaine, mais aussi le système d'irrigation, d'agricole, etc. Et en fait, il s'apercevait que tout ça avait été légèrement décalé avec le temps, à la fois en épaisseur et en X et Y et en Z, pour le dire comme ça. Et en fait, de retrouver ces logiques, non pas pour simplement les remettre à jour comme un monument historique qu'on restaurerait à l'identique avec une espèce de sacralisation, mais pour retrouver aussi des logiques de territoire, des logiques d'irrigation, etc., et de s'apercevoir, dans ce travail qui a été particulièrement mené en Italie,
que finalement, il y avait peu de choses à faire pour retrouver ça. Qu'en fait, malgré l'épaisseur de temps qui était passé entre le moment où les Romains avaient installé les choses et aujourd'hui, ou il y a quelques années en tout cas, finalement, le travail, il n'était pas si compliqué à remettre en place. Et que ça permettait non seulement beaucoup d'économies, parce qu'on ne réinventait pas des choses, on se servait d'éléments déjà existants, on pouvait remettre aussi à jour des rivières enterrées, etc. Enfin, il y avait tout un travail comme ça d'exhumation, de révélation, encore une fois, de choses qui étaient cachées et qui pouvaient être remises en état et remises en activité. Et je trouve que cette métaphore, finalement, beaucoup liée au paysage, on peut la refaire aussi voilà, sur les questions de réemploi, de lieux, de sites, de bâtiments, etc. Avec cette lecture qui n'est pas simplement une lecture historique pour elle-même, qui est intéressante et importante, évidemment, mais aussi comme un outil du projet, comme un outil de transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de... Et pour revenir aussi sur la définition de l'urbanisme des sols, ça veut dire aussi que l'urbanisme des sols, ce n'est pas la séquence balistique habituelle de le programme, la commande, le budget, le site et l'implantation. C'est aussi cette épaisseur qu'on emmène avec nous. C'est-à-dire de considérer que le projet, et l'urbanisme des sols en fait partie, ne commence pas au moment où on va s'intéresser au sujet. On peut aussi imaginer qu'on tire le fil beaucoup plus avant et qu'on ouvre d'autres horizons, même temporels, par rapport à ça. Tu en as parlé un peu dans ton livre, il y a des représentations. Ce que je trouvais aussi intéressant avec ce livre-là, ça marche avec tous, mais celui-là particulièrement, c'est que moi, ça m'a amené à me reconnecter avec des choses vues il n'y a pas si longtemps que ça, autour justement de cette question de la représentation. Tu l'as dit, il y a un enjeu sur l'épaisseur, sur les strates, et ça m'a amené à me dire, bah tiens, quelques exemples, entre TVK, entre mythes, ou des choses comme ça. Cette manière de venir... tenter de pas juste mettre en image, mais d'expliquer à la fois du projet, de l'histoire. Justement, tout ça, est-ce que toi, ça te parle? Tu fais pas les mêmes, en tout cas dans le livre, il n'y a pas du tout les mêmes illustrations, mais est-ce que c'est des agences ou est-ce que c'est des travaux d'architectes, entre autres, ou d'autres, que tu suis, que tu regardes? Qu'est-ce que tu en dis? Tu parlais de Terraforma tout à l'heure. Cette logique de pas juste représenter, mais un peu de chambouler encore une fois, cette manière de venir s'inscrire dans... on est une espèce et puis on débarque, ça fait combien? Je ne sais plus combien d'années qu'on est là, mais là, il y a des tentatives de faire autrement. Il y a des tentatives de faire autrement, puis il y a surtout, et cette collection d'images le montre, déjà des tentatives qui ont été menées et qui peuvent nous inspirer. Hein. La coupe ici, si je me souviens bien, c'est des coupes géologiques du 19e siècle qui essayent de classifier, du 18e même, qui essaye de classifier un peu d'une manière qui n'est pas réelle, en fait, hein, qui est aussi une interprétation qui est extrêmement intéressante. Ça, c'est des images qui sont liées d'Archizoom, Archigram et compagnie. Enfin, c'est les utopies des années 70 ou 80, enfin plutôt 70. Ça, c'est un dessin que TVK a fait eux-mêmes dans le travail qu'ils ont mené sur les places du Grand Paris pour montrer justement l'épaisseur du sol, à la fois l'épaisseur invisible mais l'épaisseur visible, qui est le volume d'air qui permet aussi ces échanges. On revient sur la notion d'interface dont je parlais tout à l'heure. Bref, voilà, ça c'est les parkways américains aussi, donc cette question aussi des continuités, du sol comme une continuité, qui est aussi une inspiration dont on aurait bien tendance à s'occuper aujourd'hui, hein, qui sont pourtant des exemples qui datent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, de fin du 19e et début du 20e siècle. Etc., où ces coupes, ces dessins qui doivent être issus des promenades d'Alphand et qui montrent aussi voilà, les épaisseurs, à la fois le dessus et le dessous, de l'aménagement, de l'embellissement, comme on disait à l'époque, des sols et des espaces publics, mais aussi la prise en compte avec tout le travail qui a été mené sur les infrastructures et les égouts à l'intérieur de Paris. Bref, voilà. Moi, je trouve que c'est une planche extrêmement inspirante. Il y a un petit côté Atlas mnémosique d'Harburg là-dessus, quoi. Il y a un petit côté... Et je trouve que c'est une méthode aussi de travail qui est extrêmement intéressante, c'est de collectionner un peu des représentations des sols pour créer, comme je le disais tout à l'heure, des imaginaires. Comment on crée aussi d'autres imaginaires à partir de ça? Comment tout ça, ça peut être aussi un matériel de projet? Comment, si on imagine que tout ça ramène à un site, à une situation... que vous avez, vous, étudiants, à considérer dans un projet, dans un studio de projet,
comment tout ça devient aussi des éléments à la fois qui produisent de la connaissance sur les sites sur lesquels vous avez à travailler, mais aussi des inspirations pour donner à voir peut-être des choses que vos interlocuteurs, vos enseignants d'abord, vous-même aussi, et puis vos interlocuteurs, si vous êtes en contact avec des acteurs du territoire, n'ont peut-être plus la même vision du territoire. Donc c'est intéressant de multiplier, je trouve, les représentations. Et ce que je trouve très bien dans cette planche, c'est la multiplicité justement des modes de représentation, que ce soit la coupe, la photo, des représentations plus schématiques, etc., qui montrent la multiplicité la capacité en tout cas qu'on a à représenter les choses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous révulse? Est-ce qu'il y en a qui ont des passions pour ça? Alors je vais laisser tranquille plutôt l'atelier S10, parce que sinon j'aurai des oui et puis des questions, ou bien je sais pas, Marie, Luc, vu qu'on arrive aussi gentiment vers la fin. S'il y a un retour, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Comment vous le travaillez? Enfin, moi je le vois passer à l'école sur d'autres thématiques, mais... Sinon, on avance. Hein. Ah, tu viendras récupérer ton chèque. Non, mais c'est ton appel. En fait, on a changé radicalement avec ce qui était juste avant. Effectivement, il y a mille et une façons de voir le sol, d'en parler, de le poser, et c'est très... Et c'est assez, effectivement, moi j'aime bien ce genre de planche. Mais j'avais envie juste de dire une toute petite chose qui fait un peu retour arrière, c'est sur le coup précédent. L'histoire de poser, que vous posiez l'arpentage comme étant la chose primordiale à toute action. J'aime bien ça. En même temps, j'aime bien ça, je veux dire par là que c'est... en fait, c'est le b.a.-ba de l'observation d'un sol, d'un pays, d'un territoire, d'un être là, tout simplement. Et c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'abandonne ? Parce que, en fait, je dis ça parce que je travaille là en école d'architecture, mais je ne suis pas les cours d'architecture. Et je vois à travers les étudiants qu'il y a le site, ah oui, le site, la question du site. Et en même temps, j'ai l'impression, quand j'écoute les étudiants, que justement, sur le site, ils n'ont jamais aucune prise. C'est comme si on ne leur donnait pas, voilà, comme si l'arpentage, par exemple, n'était pas la première chose à faire pour le site. Enfin, une des choses, en tout cas. Bon, peut-être qu'il reste trop abstrait, mais voilà, ça m'impressionne qu'il faille y revenir, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais bon, c'est vrai dans toute chose. On passe son temps à filer dans des directions et puis Oui, c'est pour ça à réinventer l'eau chaude, la poudre et compagnie. Oui, ou la machine à courber les bananes. Mais oui, mais je pense que c'est toujours un peu ce retour. C'est pour ça que qu'on parlait de Bardet, qu'on parle d'Élisée Reclus, qu'on parle de Guédès, qu'on parle de tout ça, parce que c'est aussi pour se dire, et c'est pas par nostalgie ni par, mais se dire, c'est des inspirations qui existent, et qui sont là, qui nous donnent aussi des éléments dont on peut s'inspirer. On n'est pas tout seul. C'est aussi une manière de lutter. J'en parle aussi dans le bouquin contre le présentisme, qui est aussi de se dire. Le problème n'existe qu'à partir du moment où je m'en préoccupe. Parce qu'un des gros sujets de la question écologique, où tout d'un coup, on a l'impression qu'on le découvre, alors que si on prend la chaîne des gens qui nous ont prévenus, alertés, elle est longue. Et voilà. Mais ce n'est pas pour se dire on ne peut plus refaire. Je pense que voilà, là aussi, on est sur la production de connaissances. On s'enrichit un petit peu de ça. Je pense qu'on se sent aussi armé, au bon sens du terme, parce qu'en ce moment, le terme de réarmé est beaucoup utilisé, mais en tout cas, on est équipé. On a des outils intellectuels, théoriques dans notre profession, dans nos milieux, dans nos disciplines,
quand je dis nos disciplines, c'est vraiment au pluriel, c'est-à-dire c'est cette étendue quoi, qui s'offre à nous et qui est extrêmement riche et intéressante et féconde. Et ça serait dommage de passer à côté. Alors peut-être qu'il faut rappeler des évidences, peut-être comme vous le dites, il faut rappeler le b.a.-ba, mais le site, c'est pas une donnée, c'est un sujet. En fait, c'est ça le truc, c'est que on donne souvent le site comme une donnée. Voilà, le site c'est ça, il fait tant de surface, on va le voir, on regarde vaguement, on fait 3 photos et puis on rentre. Mais en fait, c'est une donnée, c'est un élément du projet. Et moi, je milite beaucoup et ça continue à alimenter les définitions qu'on peut donner de l'urbanisme des sols. C'est de se dire que l'urbanisme des sols, c'est aussi de dire que le projet, il commence à partir du moment où on se pose la question. C'est-à-dire que le projet, c'est pas le moment où on dessine, où on transforme, c'est le moment où on regarde. C'est le moment où on arpente, où on est en situation de. Moi, je suis convaincu qu'un architecte, un étudiant en architecture, à partir du moment où il pose son regard sur quelque chose, il est déjà en train de le transformer. Ce qui ne veut pas dire qu'il va le détruire, mais il est déjà en capacité à le transformer. Et c'est ce moment-là qu'il faut aussi, je pense, représenter dans la question du projet, pour le ramener à ça. Mais aussi de le représenter tel qu'il est, ou tel qu'on pense qu'il est, ou tel qu'on voudrait qu'il soit. Enfin, parce que c'est aussi ça, comment on représente l'état des lieux, comment on représente l'état du site qu'on va essayer de transformer. Si on le regarde juste comme ça, et puis qu'on le dessine comme les géomètres le font, j'ai rien contre les géomètres, mais comme il n'y a pas pire assèchement qu'un plan géomètre, où on a des points, des lignes, il n'y a aucune épaisseur. Voilà. Comment on s'empare même d'un... On pourrait imaginer un exercice où on redessine simplement les choses telles qu'on les voit. Et à partir de ça, comment on les transforme? Et considérer que c'est la même chose. L'urbanisme des sols, c'est aussi de se dire, et moi je milite beaucoup pour ça dans mes enseignements, c'est de se dire l'analyse n'existe pas. L'analyse, c'est déjà du projet. C'est-à-dire que cette espèce de disjonction aussi qu'on a beaucoup faite dans l'urbanisme, et l'urbanisme opérationnel, disons, depuis les années 90, pour l'émergence du projet urbain, enfin, on pourrait en discuter assez longuement, mais on dit l'analyse, voilà, on a analysé le site, c'est bon, ça s'est posé, maintenant on passe aux choses sérieuses, on fait le projet. Il ne faut surtout pas faire ça. Enfin, moi je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il faut être au contraire dans cette espèce de continuité, de curiosité, d'interrogation, de faire des allées et venues, des allers et retours entre une chose et l'autre, entre l'état des lieux, le projet, etc. Et c'est que comme ça qu'on peut avoir de l'attention pour les situations et aussi les personnes, parce que les situations, c'est aussi les personnes et celles et ceux qui habitent et qui partagent ces territoires, quoi. On est peut-être parti un peu loin. Ah non, parce qu'après, on pourrait ouvrir un autre débat, parce que je ne suis pas si sûr en tout cas, que l'arpentage ait disparu. Ce qui est certain, c'est étrange de devoir je ne pense pas qu'il ait disparu. Ouais, non, mais c'est pas par... Non, c'est dire l'impression que ça se fait toujours, quelle que soit d'ailleurs la matière, quelle que soit l'année. Mais c'est étrange qu'on ait effectivement besoin de le signifier à nouveau, de le dire attention, c'est vraiment important, c'est pas juste une coquetterie ou que sais-je encore. Non, mais c'est à la fois, je pense pas qu'il ait disparu, tu as raison, mais c'est de son usage. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu comme l'histoire de l'archéogéographie et l'archéologie. L'archéologie, c'est une connaissance, puis une fois qu'on l'a, elle est essentielle, mais est-ce qu'on peut pas s'en servir? C'est ça aussi, c'est quel levier ça procure, quel levier ça fabrique pour l'élaboration de la transformation ou de ce qu'on appelle communément le projet, quoi. C'est aussi une question. Petit débat. Dans le cadre d'un atelier de projet, vaut-il mieux aller sur le site? Réponse A, au début. Réponse B, au milieu. Réponse C, plusieurs fois. Réponse D, la réponse D. C'est la réponse E, forcément. Non, c'est. Enfin, alors pour le coup, alors là, on parle un peu d'autre chose, mais c'est intéressant. Moi, j'ai plus de religion là-dessus. Enfin, si tant est que j'en ai eu une à un moment donné. J'ai longtemps pensé qu'il fallait y aller dès le début. Et puis, pour plein de raisons, à un moment donné, j'ai pas pu le faire. Et on est allé après avoir travaillé, documenté, ça marche aussi. En fait, je pense que l'idée, c'est d'y aller plusieurs fois. C'est de sans cesse être dans des allers-retours entre l'ordinateur, puisque bon, ça se passe beaucoup là-dessus, et le site. Je pense que c'est dans ces allers-retours-là, en fait, dans ces mouvements-là, dans ces déplacements-là que les choses s'opèrent. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une méthode absolue. En tout cas, Un avis? Il y a peut-être d'autres avis. Allez-y. On a fait en S9, du coup, au semestre précédent, une analyse sur le territoire de Limousin.
Et on a eu notre voyage d'études en avril, fin mars. Et, du coup, on a eu un rendu avant d'aller sur le territoire. Et pour ma part, je trouve ça très intéressant de travailler dans ce sens-là. Mais ça a posé plusieurs questions. Lesquelles? Allez-y. Quelles questions ça vous a posé? Si, allez-y, on est entre nous. En fait, c'était super intéressant parce qu'on a pu avoir un regard très naïf au début sur le territoire et du coup, on est arrivé avec un peu nos gros sabots et avec oui, plein d'a priori qu'on a déconstruit sans connaître en fait. Et une fois qu'on y est allé, ça a affirmé ou désaffirmé on avait fait plein d'hypothèses et du coup, ce truc-là était super intéressant à faire. Et c'est vrai que du coup, il y avait besoin, à la fin du semestre, on sentait par contre vraiment très fort le besoin d'aller sur le territoire, de rencontrer les gens, de voir de quoi on parlait en fait, parce qu'on parlait de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Du coup, les deux sont intéressants et voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce que ce qui est intéressant dans... Oui, merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce que vous relatez, c'est en fait c'est la fabrication d'une méthode. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, ce que vous dites, c'est que ce qui est important, c'est que la rencontre avec le site, la rencontre avec les territoires, les sols, enfin tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, elle transforme votre regard. Et que ça intervienne au début, c'est vrai que le fait d'aller sur le site dès le début, c'est toujours un peu comme ça. Puis après, on peut oublier si on n'y retourne pas, si on ne se laisse pas emporter aussi. Voilà. Donc c'est aussi la capacité que vous avez à transformer votre regard par rapport aux situations que vous êtes en train de regarder ou sur lesquelles vous allez devoir intervenir. Et effectivement, en termes de méthode, d'y aller à la fin, tout d'un coup, ça peut être une espèce de révélation à l'envers, quoi, presque de se dire, mais en fait, j'avais rien compris, ça remet complètement en cause, mais cette remise en cause, elle est formidable. Enfin, je veux dire, puis si l'école ne permet pas ça, alors là, franchement... Donc voilà, enfin, je pense que surtout la question de se rendre sur le site, d'arpenter, elle doit être enfin, à mon sens, elle doit être une constante. Elle n'a pas disparu, mais c'est de son usage dont il est question. Comment vous l'utilisez, comment vous le mobilisez dans votre travail de projet. Et par extension, quand je parle d'urbanisme des sols, je pense aussi à des applications plus opérationnelles. Et je le dis dans le bouquin, c'est aussi de remettre en cause un peu les manières de faire aujourd'hui de la fabrication des territoires. Moi, je suis extrêmement frappé que, encore aujourd'hui, dans des opérations d'urbanisme, on va dire, au sens assez large, on ait une espèce de prédétermination des choses, alors même qu'on pourrait laisser un peu les choses plus ouvertes, plus interrogatives, etc. Surtout dans ces temps d'incertitude dans lesquels nous sommes, à la fois écologiques, mais aussi économiques. Et peut-être que c'est une opportunité, justement, de se dire qu'on va se laisser un peu porter par tout ça, et pas être dans la certitude et de travailler sur cette... Voilà, comment on travaille avec cette incertitude-là. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Oui, en fait, bon, on se connaît un petit peu, hein, puisqu'on a arpenté ensemble. Et moi, il me semble qu'une chose qui est très importante, c'est le temps. Vous disiez, on n'a pas forcément les moyens. En fait, il faut se donner le temps. Ce n'est pas une question de moyens. Et je pense que la question de se perdre, c'est pas d'aller, pour regarder. Mais il me semble que c'est vraiment se perdre dans le site, s'égarer et ne plus reconnaître, pour arriver à finalement regarder des choses qu'on n'imaginait absolument pas regarder, pour voir des choses qui nous surprennent. En fait, justement, pour se laisser surprendre, je pense qu'il y a une question de temps. Et cette question du temps me ramène une question que je voulais vous poser. Je n'ai pas retrouvé dans le texte, pourtant je l'avais noté comme une question à vous poser aujourd'hui, où vous parlez à un moment donné, je crois que c'est au début, où vous dites il faut oublier le temps du projet et revenir au temps, enfin du projet architectural, et il faut revenir au temps du projet urbain. Et ça me titille un petit peu cette question parce que je fais partie de ces architectes qui défendraient l'idée qu'il n'y a pas le projet urbain d'un côté et le projet d'architecture de l'autre, même si, et vous le dites très bien dans votre livre,
on comprend que ce ne sont pas les mêmes processus opérationnels. Donc, bon, par rapport à la réalité, on est confronté à ça. Parce qu'il me semble que la question du temps, c'est cette question-là. Vous le dites, et en même temps, moi, ça m'a interrogée, et j'aurais voulu peut-être plus de précision sur ce sujet. Puis je garde le micro, parce que j'ai une autre question sur la question de représentation, pour après. D'accord. La question du temps, elle est effectivement cruciale. J'en parle beaucoup dans le livre, et je pense qu'effectivement, la question comment on déploie le projet dans le temps est une question, à mon avis, essentielle, et elle va le devenir de plus en plus, ou en tout cas, elle va nous aider de plus en plus à régler les situations, ou à régler, en tout cas, essayer de transformer les situations de plus en plus compliquées dans lesquelles on va se retrouver. Et quand je dis, alors je ne crois pas que je fasse vraiment la distinction entre projet urbain et projet d'architecture, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans l'échelle urbaine, disons, ou en tout cas le temps du projet urbain, c'est qu'il permet d'être itératif, quoi, et de circuler. Ce que je crains toujours un peu dans le projet architectural, c'est qu'il soit conclusif et qu'il perde cette dimension d'interrogation. Alors évidemment, à un moment donné, il faut construire. À un moment donné, il faut poser des choses. Mais je pense que même dans la manière de concevoir l'architecture, c'est peut-être aussi une autre manière d'imaginer le bâtiment. Est-ce qu'il est fini quand il est livré ? Est-ce que quand il est livré, il ne fait que commencer sa vie parce que les habitants... Vous voyez, c'est toute cette question-là. Et moi, je travaille aussi beaucoup sur le rapport entre la question de l'urbanisme et la question du réemploi, de la réhabilitation, pour le dire simplement. Enfin, réhabilitation, le terme n'est pas joli, mais enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Ça va dans les questions de représentation. Par exemple, j'avais fait tout un travail de comparaison, finalement, entre des plans, en particulier l'Atlas du territoire de Genève, qui avait été piloté par André Corbeau en particulier, Alain Léveillé, toute la formidable équipe qui existait à ce moment-là à Genève autour de l'école d'architecture et de paysage. Et puis les codes de représentation dits de l'ingénieur pour la construction des bâtiments historiques, de la transformation des bâtiments historiques. Et finalement, j'étais frappé par le fait que dans un cas, l'échelle du territoire de Genève, ou dans un cas d'un bâtiment, avec 3 couleurs, on exprime les choses. Et cette idée d'une espèce de visibilité immédiate sur un document, des temporalités, pour revenir sur ce que vous disiez, pour traduire un peu, parce que là, je n'ai pas l'image, donc pour traduire un bâtiment où là, vous représentez en pochet noir tout ce qui est existant, en pochet rouge tout ce que vous allez ajouter, et en pochet jaune tout ce que vous allez démolir. Et André Corbeau et Alain Léveillé et toute la bande, ils faisaient la même chose avec le territoire, avec les périodes. Et tout d'un coup, cette analogie, finalement, des temporalités, du temps qu'on donne à voir sur les représentations, et qui sont liées aussi à l'action qu'on va avoir sur les bâtiments, en l'occurrence, ou sur le territoire, tout d'un coup, elle donne une profondeur absolument phénoménale, et qui nous interroge sur la manière avec laquelle on va intervenir sur les sujets. Donc c'est là où le sujet du projet de territoire, du projet urbain m'intéresse, c'est qu'il joue de ces temporalités, il croise les échelles, il joue de l'itération, plus que d'une espèce de truc linéaire dans lequel on a un peu tendance, malheureusement, je pense, à enfermer l'architecture, c'est-à-dire commande, livraison, et voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ça me paraît important aussi comme manière de percevoir les choses, quoi. Et ma deuxième question portait sur les questions de représentation du sol, les représentations que les architectes ont du sol, qui en effet... D'ailleurs, ça me pose une question, votre affaire sur le sol comme le lieu de l'enfer, donc le sol qui doit tout absorber, tout faire disparaître, enterrer les choses. Enfin, il y a tout un vocabulaire. Vous avez utilisé exhumer tout à l'heure, donc on imagine qu'en effet, et la dimension peut-être biblique du rapport qu'on aurait au sol dans l'histoire, c'est une vraie question parce qu'on a peu représenté le sol en architecture, dans les traités d'architecture, qu'ils soient écrits ou dessinés. Et justement, alors aujourd'hui, il y a une espèce de retournement avec ces représentations qu'on voit, celles de TVK, mais dans les écoles d'architecture maintenant, il y a une espèce de mouvement comme ça, incroyable. Il y a des magnifiques, j'ai vu des choses à Versailles, par exemple, en couleur, très très beau. Oui, le travail que mène Sophie Delay. Oui, c'est ça, super. Et donc, je trouve que ce sont de magnifiques dessins.
Et je me dis en même temps, est-ce que ce n'est que du dessin? Alors, est-ce que vous partagez la même question que moi? Est-ce que vous pouvez me rassurer que ce ne serait pas que du dessin? Je me pose la question, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode, et je ne sais pas ce que... Est-ce que ça voudrait dire réellement qu'on s'intéresse plus au sol aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Non, mais c'est une très juste question. Il y a des phénomènes de mode. Si on représente les sols juste pour les représenter, mais que ça n'interfère pas, c'est là où je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les sols, pas versus, parce qu'on ne les oppose pas la terre, c'est qu'il y a cette idée de l'interface. Si effectivement on en est juste à dessiner, je critique pas, ce soit un travail assez très intéressant que mène ou qu'a mené, je ne sais plus, Sophie Delay, avec ses grandes coupes, très colorées, très évocatrices. Vous les trouverez sur Internet, ou même la proportion qui est donnée au dessin. Par exemple, sur une coupe, il y a tout ça, c'est le sous-sol, et le projet, il est juste sur une petite épaisseur. Donc, ça relativise. Ça dit aussi que l'intervention qu'on a sur le sol, elle est pas le plus important. En tout cas, c'est pas ce qui est donné à voir. Moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Pour autant, effectivement, si c'est juste de la représentation au sens on figure les choses mais on n'interagit pas avec, je pense qu'on loupe quelque chose. Je pense que le cran d'après ou le cran nécessaire, c'est celui dont on parlait avec les étudiants, c'est comment on interagit avec ça. Est-ce que ça change ou pas nos manières de construire? Est-ce que ça change ou pas nos manières d'implanter nos ouvrages? Est-ce que ça change ou pas les matériaux avec lesquels on construit, etc., etc. Si ça ouvre pas, est-ce qu'on est dans une économie du foncier? Est-ce qu'on est plus frugaux, pour le dire comme ça, par rapport à ça? Si effectivement on ne pose pas cette question-là, effectivement on est un peu dans un phénomène de mode où on va avoir des coupes absolument magnifiques, mais pour faire business as usual, quoi. Donc, je pense ça nous invite à changer, enfin, je pense que c'est une invitation à changer nos méthodes et aussi à convaincre nos interlocuteurs, à l'école, évidemment, parce qu'on apprend, on est dans la création de méthodes, on le disait tout à l'heure, mais aussi quand on est avec des élus, etc., de changer aussi le processus, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas remettre les choses un peu dans un autre ordre ou remettre les choses dans l'ordre, tout simplement? Est-ce qu'il ne faut pas partir des réalités géographiques, géologiques, topographiques, historiques, sociales, économiques, etc., avant de se dire on a absolument besoin de venir mettre la plateforme Amazon à cet endroit-là et on va imperméabiliser. Enfin, je prends un exemple très trivial volontairement. Donner à voir, en fait. Voilà. La puissance de la représentation. Mais ça veut dire, voilà, de donner à voir. Exactement, pardon. Ça veut dire que la représentation, elle est au service de quelque chose. Elle n'est pas pour elle-même, quoi. Non, je suis complètement d'accord avec vous. S'il y a d'autres... Parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Enfin, on arrive à la fin si on veut, mais à un moment ou à un autre, à défaut de conclure... C'est toi qui décides. Ouf. J'avais une diapo, je ne savais pas quoi en faire, je l'ai laissée. Parce que ça devait être le fameux mot de conclusion. Parce qu'après, il y a une ouverture. Mais je pense que c'est... À moins que quelqu'un veuille réagir ou quelque chose à dire sur ce projet-là. Alors moi, j'aimerais bien que si vous avez des trucs à dire sur cette image... Moi, je l'avais trouvée... je ne savais pas quoi en faire, mais elle m'intéressait, mais je ne trouvais pas pourquoi elle m'intéressait. Mais j'ai dit, tiens, je vais la mettre, ça fera la diapo de conclusion. Même s'il y en a une autre après, mais tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Ça vous évoque rien? C'est une image que tu as extraite aussi des travaux de TVK. Hein. C'est ce que tu... Mais je trouve qu'il y a une fragilité dans cette image. Enfin, je trouve qu'il y a un truc d'instabilité, de... Enfin, je sais pas, je ne veux pas faire de la méta-interprétation, mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette image, c'est ces côtés à la fois très posés des végétaux, et puis tout d'un coup, cette activité au sol qui reste assez précaire, assez fragile, assez instable, et qui peut-être cristallise aussi un certain nombre de questions qu'on a essayé d'évoquer ce soir, quoi, sur l'incertitude, sur peut-être une forme d'instabilité. Je sais pas, je me lance dans un truc. Je prends. Tu prends? Non, mais je prends par rapport aussi à les échanges qu'il y a eu, ce que toi aussi tu as raconté, et de voir qu'effectivement peut-être la question des sols, j'allais dire du sol, la question des sols, elle est tellement, comme l'eau, comme d'autres choses comme ça, elle est tellement fine que ça tient au fond à peu de choses. Et ça me permet d'aborder ça, qui était plutôt en guise d'ouverture,
qui était à la fois destiné à vous pour vous dire cette question-là, elle continue à tourner, notamment dans la revue Urbanisme, parce que c'est à partir d'elle que j'ai extrait quelque chose, où tu interviens, mais il y a aussi plein d'autres choses. Voilà, c'était une série d'ouvrages ou de podcasts. Alors, je serais très très mal placé pour parler de face, si ce n'est que j'ai fait une recherche toute bête. J'ai tapé sol, archi, je sais plus quoi. Je suis arrivé sur cette revue. J'ai remarqué que la page, je sais plus combien, elle a été écrite par un professeur qui est ici et qui parlait du sol, notamment. L'architecture des sols. Ouais, l'architecture des sols. Gaspard Koenig, je sais pas si tu l'as lu, Humus. Pas encore. Mais c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et puis, il y avait le petit podcast. Donc c'était radio à l'école de l'Anthropocène, c'était à Lyon. C'est quelque chose qui s'est arrêté à la faveur des dernières élections présidentielles, et c'était une interview croisée de Latour, de Mathieu Dupérex, donc qui est à l'école d'archi de Marseille, qui a beaucoup travaillé lui sur finalement le delta entre le delta du Mississippi, qui travaille aussi avec Alexis Pernet. Ils sont partis là tous les deux, je sais plus où, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'était pour dire si toi aussi, si tu as d'autres éléments, ou si tu peux aller plus loin sur certaines choses par rapport à ces références. Moi, j'ai trouvé que celle-là, pour inviter à aller plus loin, c'est de dire aussi, voilà, là, c'était un temps d'échange, on continue à faire passer la chose. Qu'est-ce qu'il y a comme livre, comme projet, comme réflexion qui permettent de continuer pour toi, selon toi, ou selon vous aussi, à continuer sur cette question-là, parmi d'autres? Déjà, la sélection est intéressante. En tout cas, la revue Face, je me suis replongé dedans. Je l'avais lu à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est justement la police. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la capacité qu'on peut avoir de parler des sols de plein de façons différentes. Parce que là, en plus, ils saisissent le moment où Snodsy est décédé, donc ils font un parallèle. Bon, je ne suis pas spécialiste de Snodsy, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive à reparler aussi de ça, même d'une forme de modernité critique, des Italiens, la postmodernité naissante, etc. Enfin bref, tout ce mouvement-là. En plus, c'est cette couverture, c'est la montée au Parthénon, qui est cet aménagement. Alors, j'ai oublié le nom de l'architecte grec qui a fait ça, mais qui a fait ça à partir des travaux. Tu te souviens? Non, c'est pas sioniste, non. Voilà, exactement, Dimitri Titsionis. Si ça vous intéresse, dans le prochain ouvrage de RPS, il y a un très bon article là-dessus. Voilà, c'est juste le côté publicitaire. Non, et ce qui est très beau dans cet aménagement, c'est que les éléments qui ont été pris, c'est des éléments de la ville qui ont été reposés comme éléments de sol. Donc il y a une espèce de transfiguration. Enfin, vous connaissez l'histoire, et c'est vachement intéressant de voilà ce parallèle. Donc après, effectivement, il y a plein. Oui, il y a beaucoup d'autres ouvrages. Il y a des bouquins de Jean-Marc Besse, par exemple, sur la question de la nécessité du paysage aussi, qui est très intéressant dans la manière dont il a qui est une collection qu'il a ouverte aux éditions Parenthèses, et c'est le premier ouvrage un peu théorique qui était publié. Les autres sont bien aussi, mais celui-ci, il pose aussi des choses en termes méthodologiques qui, à mon avis, peuvent être aussi réutilisées par des étudiants en architecture et des architectes, sur justement la question du regard, la question de regarder, de voir les choses, de les observer, une forme d'attention, etc. Enfin, il en parle plutôt très très bien. Après, il y a aussi des bouquins, alors, ou en tout cas des postures, par exemple Marc-André Sellos, par exemple, qui est un spécialiste, qui est un directeur adjoint du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui est un fervent défenseur des sols, qui écrit, qui vulgarise pas mal les choses, qui parle plutôt du vivant, mais qui nous interpelle aussi sur cette capacité qu'on a à préserver le vivant dans nos aménagements. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent pas directement de l'architecture et de l'urbanisme, mais qui nous inspirent, en fait, qui créent une espèce d'environnement comme ça pour créer des choses. Il y a le bouquin de Yann McHarg, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on trouve dans les tréfonds du site internet de l'Institut Paris Région Design with Nature, qui est un ouvrage un peu théorique qu'il a fait dans les années 70, qui a été très très médiatisé à l'époque, et qui nous donne aussi des clés de lecture, parce qu'il a aussi mis en place une méthode qu'il appelait la méthode des couches de gâteau,
parce qu'à l'époque, c'est l'apparition du SIG et tout ça. Enfin, voilà. Mais il découpait le sol et puis il essayait de comprendre chaque couche. Et pour chaque couche, il apportait des éléments de lecture, etc. Et la superposition redonnait une forme de connaissance du territoire. Voilà, il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent là-dessus, qui sont extrêmement intéressants. Et puis, il y a des bouquins aussi qui sont pas mal. Alors, Section, je crois que ça s'appelle La Coupe en anglais, qui est un énorme bouquin qui montre plein de coupes de bâtiments, que je trouve, c'est un peu périphérique à notre sujet, mais qui est hyper intéressant, parce que ça montre que des coupes de bâtiments. Alors, il y a tous les bâtiments iconiques, hein, la ville de la Savoie, la maison de verre de Miss, la Neue National Gallery du même Miss, etc. Enfin, la Falling Water House de Wright, etc. Bref, mais ça montre comment tous ces ouvrages sont posés, enfin, sont implantés. Je trouve ça hyper intéressant. Et dernier peut-être évocation, pour revenir sur l'architecture, il y a des bouquins de l'atelier Bowo aussi, avec ces très très belles coupes, très techniques, mais qui montrent aussi la même attention qui est portée par des architectes, même à l'échelle d'une parcelle, même à l'échelle d'une maison dans la banlieue de Tokyo, ou pour imaginer que c'est dans la banlieue de Tokyo, où ils représentent, où c'est fabuleux, vous savez, ces coupes perspectives absolument magnifiques, mais qui montrent avec la même attention le détail de charpente, la bibliothèque et le petit bout de jardin, et les plantes qui vont pousser dedans. Et je trouve que tout ça, voilà, et ça revient sur ce que vous disiez sur des représentations, mais qui sont au service de projets et au service de pensées qui unissent l'un et l'autre, quoi, le sol, son environnement et la construction. Voilà, très rapidement. Merci. Sur la question de représentation, notamment, en fait, ce qui est très intéressant dans le projet du chemin de l'Acropole de Dimitris Spikionis, c'est que l'arpentage, effectivement, est la chose qui est prémisse du projet, est première parce qu'en fait, il a vécu, il a traversé tous les jours, en fait, ce site de l'Acropole. Et en fait, à un moment donné du processus, il arrête de produire et il recommence par l'arpentage, mais cette fois-ci pour installer les pierres, parce qu'en fait, il n'arrive pas à dessiner, à aller plus loin que l'outil. Et en fait, c'est vraiment le chantier qui redevient le processus d'arpentage, et c'est ça que je trouve assez intéressant aussi dans ce projet, quoi. Ouais, c'était juste pour revenir sur la boucle, en fait. C'est une belle conclusion. On reste là-dessus alors. Bon, déjà, merci à vous d'avoir participé à cette soirée, en tout cas d'avoir animé, et surtout merci à toi d'avoir été encore plus loin que ce qu'on avait essayé de caler, ce qui est toujours intéressant aussi. Et puis, voilà, ça sera prochainement en ligne. Bonne soirée. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci à toi. Merci.